Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents avec nous pour cette présentation de Canal Autisme. Je m'appelle Sandrine Ventana, je suis chef de projet Canal Autisme pour le CNED et j'ai le plaisir de co-animer cette présentation avec Christine Philippe et Anne-Valérie Delaplace. Christine, je vous laisse vous présenter. Donc, je suis maître de conférences honoraires en sciences de l'éducation à l'INSHEA. Et mon métier, c'est la formation des enseignants qui travaillent dans le champ du handicap et en particulier dans le champ de l'autisme. Anne-Valérie, si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Anne-Valérie Delaplace. J'enseigne actuellement à domicile avec des enfants autistes de 3 à 14 ans. J'ai été institutrice, puis professeure des écoles spécialisées. J'ai travaillé en IME, puis en CLIS. Alors, les présentations sont maintenant faites. Cette conférence se déroule certes à distance, mais elle est néanmoins interactive et vous pouvez poser toutes vos questions à nos expertes et à moi-même, soit par SMS, soit par téléphone. Donc les numéros sont indiqués en bas de cette fenêtre vidéo. Et Sophie et Evelyne, nos deux hôtesses, répondront à vos questions et nous les transmettrons bien sûr sur le plateau pour qu'on puisse apporter des réponses. Je tenais également à vous remercier toutes et tous pour toutes les questions que vous nous avez fait parvenir lors de votre inscription. J'espère qu'on aura l'occasion d'y répondre tout au long de cette conférence, mais on prendra le temps d'échanger avec vous. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la présentation de Christine qui va nous parler de faire un état des lieux de la scolarité des enfants autistes en France. Alors, je vais d'abord présenter le plan de mon intervention. Donc, dans un premier temps, j'essaierai de présenter rapidement la situation actuelle à partir de chiffres existant dans des rapports récents, puisqu'en 2012, c'était l'année de l'autisme, donc il y a eu beaucoup de rapports. Ensuite, j'essaierai de définir quelles peuvent être les perspectives dans les années qui viennent et je parlerai de l'inclusion scolaire et je terminerai donc par un exemple concret d'inclusion scolaire au collège d'un élève qui est plutôt dans le bas du spectre autistique, donc d'une situation que je qualifie de situation limite. Alors la situation actuelle, en fait, on est aujourd'hui sous le régime de la loi de 2005. Auparavant, c'était la loi de 75 et la loi de 75 parlait d'obligations éducatives. Aujourd'hui, on n'en est plus tout à fait là. C'est le droit à la scolarisation pour tous les enfants qui sont dans le champ du handicap. C'est la première fois qu'un tel droit est posé et il est extrêmement important. Seulement, on sait bien qu'il ne suffit pas de proclamer un droit dans un texte de loi pour que il soit comme ça immédiatement appliqué. Il faudra encore un certain nombre d'années pour que ce droit à la scolarisation soit vraiment un droit effectif. Donc il y a effectivement des difficultés de mise en œuvre sur le terrain. Alors où sont scolarisés ces élèves ? Eh bien ils sont dans les classes ordinaires, surtout au niveau préélémentaire, je vais y revenir. Ils sont dans les CLIS, en école élémentaire, dans les ULIS, les unités d'enseignement, s'ils sont en établissement spécialisé. Ils sont aussi dans les SECPA et les EREA aujourd'hui. Alors, quelques chiffres quand même là pour entrer de façon un peu plus précise dans cette question. Donc, aujourd'hui, le nombre d'enfants autistes, alors c'est difficile parce qu'effectivement, il y a des problèmes de diagnostic, mais on sait que le nombre d'enfants concernés de moins de 20 ans se situe entre 90 000 et 110 000 et que le quart seulement de cette population se trouve scolarisé en milieu ordinaire, parce qu'on va parler tout à l'heure d'inclusion. Ça ne concerne aujourd'hui que le quart des élèves donc, qui sont concernés. Il faut savoir aussi, on le dit de temps en temps, mais c'est un sujet un petit peu tabou, qu'un certain nombre d'enfants avec autisme et d'adolescents sont accueillis en Belgique dans l'enseignement adapté, donc environ autour de 3 000, et puis 2 000 en établissement spécialisé. Et bien sûr, c'est la France qui finance ces prises en charge en Belgique. Alors pour ce qui est de ceux qui sont accueillis en milieu ordinaire, là je m'appuie sur des chiffres de l'Éducation nationale, il y a environ autour de 20 000, donc 20 375 qui sont accueillis en milieu ordinaire. Alors parmi ces élèves qui sont accueillis en milieu ordinaire, en milieu préélémentaire, c'est-à-dire dans les classes maternelles, effectivement ils sont dans les classes ordinaires. Ensuite, quand on passe à l'école élémentaire,
S'ils restent en milieu ordinaire, c'est plus majoritairement dans les classes ordinaires, c'est plutôt dans les classes. Et quand on arrive au niveau du collège, eh bien effectivement, quand on regarde les chiffres, on constate qu'ils sont moitié moins au collège et encore moins au lycée qu'ils n'étaient à l'école ou en classe maternelle. Donc il y a vraiment là un problème d'accès à l'enseignement secondaire. Donc je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur ce passage en milieu, au niveau secondaire. Alors le temps partiel, ça aussi c'est quelque chose qui figure dans l'enquête de l'Éducation nationale. Ces élèves, beaucoup plus que les autres élèves en situation de handicap, sont scolarisés à temps partiel. Donc les chiffres donnés ici, c'est 27,7 pour les élèves avec autisme contre 9,5 pour les autres élèves en situation de handicap. Et au niveau préélémentaire, là, quand ils sont dans les classes ordinaires, là, ils sont vraiment majoritairement à temps partiel, 47,5 contre 29,5 pour les autres situations de handicap. Donc effectivement, c'est une situation qui n'est pas tout à fait satisfaisante. Voilà, il faudrait la faire évoluer, qu'il y ait un peu plus de scolarisation en milieu ordinaire, dans les classes ordinaires, dans les CLIS, dans les ULIS aussi. Le problème, c'est que, effectivement, pour très rapidement évoquer le parcours scolaire d'un élève avec autisme, il va démarrer en classe ordinaire de maternelle. Arrivé à la fin de la maternelle, eh bien, au lieu qu'il puisse continuer son parcours en classe ordinaire d'école, on va l'orienter en CLIS. Et arrivé à la fin de la CLIS, comme il n'est pas question du tout de retourner dans une classe ordinaire et qu'il devrait continuer dans ce qui s'appelle une ULIS, comme il y a moitié moins d'ULIS que de CLIS, eh bien, il se retrouve là effectivement en difficulté et va être obligé bien souvent d'aller vers le milieu spécialisé ou vers la SECPA ou l'EREA s'il veut continuer son parcours. Et là, il y a effectivement un véritable problème au niveau de l'enseignement secondaire. Alors c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, donc j'ai choisi là le Québec, effectivement, quand on regarde ces chiffres, on constate que beaucoup plus qu'en France, ces élèves se trouvent en milieu ordinaire, dans les classes ordinaires. Là, c'est quand même, quand on regarde les chiffres rapidement, le chiffre le plus important, c'est quand même l'accueil en milieu ordinaire. Après, ça va être effectivement une classe ressource, ce qu'on appelle ici les CLIS ou les ULIS. Ils sont aussi dans des classes spécialisées ou des écoles spéciales, ce qui n'existe pas chez nous. C'est-à-dire que chez nous, ou bien un élève est dans une classe ordinaire ou dans une classe adaptée, mais une école spécialisée, ça n'existe pas vraiment. Pour nous, ça sera le médico-social ou le sanitaire, et c'est quelque chose d'assez différent. Et voilà. Bien, alors, quelles propositions ? Alors, je vais parler d'inclusion parce qu'effectivement, on en entend beaucoup parler aujourd'hui dans les discours. Je crois qu'avant même de parler d'inclusion scolaire, je crois qu'on peut s'appuyer fortement sur la loi de 2005, sur ce droit à la scolarisation, et faire en sorte que ce droit soit effectif. Et donc essayer de faire en sorte que l'enfant soit de préférence scolarisé en milieu ordinaire ou dans les classes ou dans les CLIS ou les ULIS. Donc il faut essayer de favoriser l'inclusion scolaire. Je vais revenir sur cette notion d'inclusion qui suppose que le milieu d'accueil et les professionnels qui accueillent soient capables de s'adapter et de répondre aux besoins particuliers de la personne. Ça suppose bien sûr une formation à la fois au handicap, mais aussi aux méthodes, aux outils, etc. Et c'est pour ça qu'un projet comme celui du CNED est extrêmement important, justement pour venir un petit peu pallier les carences du système, parce que les enseignants actuellement ne sont pas suffisamment formés. Alors l'inclusion, pour moi, le problème aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que on passe vraiment de l'intégration à l'inclusion. Or, l'inclusion, on en parle beaucoup, l'inclusion est dans les discours, mais elle n'est pas vraiment dans les pratiques. Alors, ce que je voudrais quand même la passer comme message, je voudrais essayer de faire comprendre, c'est la différence entre l'intégration et l'inclusion, parce que pour moi, ce n'est pas la même chose. Et je pense qu'on est resté à l'intégration, on n'est pas encore passé à l'inclusion. Dans l'intégration, au fond, tout repose sur la personne en situation de handicap. C'est-à-dire que c'est elle, cette personne, cet élève, cet enfant, cet adolescent qui doit faire l'effort
de s'adapter au milieu qui l'accueille. Le milieu, lui, il n'a pas à bouger en quelque sorte, il est comme il est, avec ses normes, avec ses référentiels, etc. Et c'est l'enfant qui, bon, peut-être avec des aides, mais doit faire l'effort. Donc, et quand il n'y parvient pas, et quand l'écart se creuse avec les autres, eh bien, on va dire cet élève n'est plus à sa place, il vaudrait mieux qu'il soit ailleurs, dans un milieu plus spécialisé, avec des spécialistes, etc. etc. Bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intégration. L'inclusion, c'est effectivement, et ça c'est une espèce de révolution culturelle, c'est la démarche inverse. C'est-à-dire que c'est le milieu d'accueil qui doit bouger, qui doit faire l'effort d'adaptation, qui doit faire l'effort de répondre aux besoins particuliers de la personne, même si effectivement, du côté de la personne ou de l'élève, il y a aussi un effort à faire, bien sûr, pour s'adapter au milieu. Mais le milieu, effectivement, là, doit être actif et vraiment se mobiliser pour répondre à ces besoins particuliers. Donc, pour le moment, effectivement, on est plutôt resté à l'intégration que véritablement entrer dans le processus d'inclusion. Au fond, l'inclusion suppose une volonté d'accueillir la différence et de tout mettre en œuvre pour que, effectivement, cette différence soit accueillie dans les meilleures conditions. Ce qui suppose, effectivement, une préparation, une formation, etc. Alors j'ai une image là que j'aime bien, qui résume assez la situation, c'est-à-dire qu'à gauche on a l'intégration, qui repose d'ailleurs sur ce principe d'égalité, parce qu'effectivement à l'école publique c'est l'égalité, mais une égalité de départ, c'est-à-dire on fait comme si tous les élèves étaient égaux en quelque sorte, hein, et qu'il fallait donner la même chose à tous. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte vraiment les différences. Hein. On part d'un espèce de principe d'égalité qui est tout à fait illusoire, parce qu'en fait, comme on le voit sur cette image, les enfants ne sont pas égaux. Voilà, ils ont chacun leur histoire, leur parcours, leurs compétences, et on voit effectivement que sur le schéma de gauche, il y a un petit garçon là qui ne verra pas le match qui est en train de se jouer, alors que sur l'image de droite, où effectivement on présente l'inclusion, eh bien là, l'égalité, on ne la perd pas de vue, mais ce n'est pas une égalité de départ, c'est un objectif d'égalité qu'on se donne, et pour atteindre cette égalité, on va mettre effectivement en œuvre un certain nombre d'adaptations, et effectivement, ça va permettre aux plus petits là, de voir le spectacle. Et puis, au fond, le plus grand, là, il n'a pas vraiment besoin qu'on se mobilise beaucoup. Hein. Peut-être on pourra le solliciter, d'ailleurs, ce plus grand, pour aider ceux qui sont à côté de lui, pour répondre à ses besoins. Donc l'inclusion scolaire, c'est l'école pour tous. Elle suppose donc ce que j'appelle moi cette pédagogie individualisée ou différenciée, donc qui vraiment prend en compte les besoins particuliers de la personne handicapée. Et ce qu'on se rend compte, c'est quand les enseignants font cet effort de développer cette pédagogie différenciée, eh bien, elle peut être très intéressante pour d'autres élèves qui ne sont pas en situation de handicap. Parce que dans une classe, même d'élèves tout venant, il y a beaucoup de différences. Et effectivement, si les enseignants pouvaient individualiser, différencier un peu plus leur pédagogie, eh bien, ça permettrait justement à un certain nombre d'élèves, et pas seulement en situation de handicap, eh bien, de pouvoir suivre leur parcours scolaire dans de meilleures conditions. Donc, quand on dit l'éducation générale doit devenir spéciale, parce que la pédagogie spéciale, c'est justement cette pédagogie individualisée ou différenciée, eh bien l'inclusion scolaire, effectivement, on peut la définir de cette façon-là. Et tant que notre système éducatif, justement, au fond, ne prendra pas en compte ces différences, eh bien un certain nombre d'élèves, et pas seulement en situation de handicap, resteront sur le bord du chemin. On sait qu'actuellement, il y a environ, je ne sais plus le pourcentage, mais 15% des élèves qui sortent du système sans qualification, et ça préoccupe beaucoup les pouvoirs publics. Mais je pense que justement l'accueil d'élèves en situation de handicap pourrait contribuer à changer un petit peu le métier d'enseignant et à faire en sorte que les enseignants soient beaucoup plus sensibles à la différence. Alors ça, c'est un autre aspect qui me semble aussi important que la pédagogie individualisée, c'est le temps consacré à la scolarité. Je pense qu'il est très important pour les élèves dont nous parlons d'avoir un temps de scolarisation important, conséquent,
Je crois même que, et ce n'est pas prévu dans la loi de 2005, c'est dommage, mais il faudrait même définir un seuil en deçà duquel il ne faut pas descendre. C'est vrai qu'on entend toutes sortes de témoignages et quand on apprend que tel élève est scolarisé une demi-journée dans la semaine, j'ai même entendu une fois 1 heure par semaine, bon, franchement, voilà, on mettrait n'importe quel élève dans cette situation, eh bien, même un élève tout venant, il serait dans une situation de grande difficulté. Donc le temps consacré à la scolarité est quelque chose d'important. Et puis, il faut aussi, ça c'est une idée qui est très très ancrée dans l'esprit des enseignants et aussi des spécialistes, que plus on a affaire à un handicap lourd, grave, je pense pour ce qui est de l'autisme, à tous ceux qui sont dans le bas du spectre autistique avec du retard mental, on a tendance à penser que pour cette population-là, il faut donner moins de scolarité, puisqu'il y a de faibles capacités, eh bien il faut en donner moins. Et si on en essaie d'en donner, on va parler d'acharnement. Moi, j'entends beaucoup cette façon de s'exprimer, de penser. Et je trouve que c'est vraiment une idée, une opinion qu'il faut remettre en question. Ce n'est pas parce qu'un enfant a de faibles compétences, on pourrait même penser le contraire. C'est-à-dire que si un élève a de faibles compétences, non seulement il ne faut pas lui en donner moins, mais il faut peut-être lui en donner plus, ou en tout cas lui en donner suffisamment pour qu'il puisse développer des compétences. Faire le pari du possible, ça c'est quelque chose qui me semble extrêmement important parce que j'entends aussi beaucoup de professionnels qui jugent a priori, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir essayé, on va considérer que tel élève ne peut pas aller en milieu ordinaire, c'est pas possible, il n'a pas les compétences, il n'a pas les niveaux, son comportement, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un pronostic. Et je le dis beaucoup dans les formations. Pour moi, un jour, j'aimerais qu'on interdise les pronostics. Autant les diagnostics sont importants. C'est important de savoir qu'un enfant a un autisme. C'est important pour mettre des choses en place, faire des adaptations. Mais les pronostics, personne ne peut faire de pronostics, ni les spécialistes, ni même les enseignants. Je crois que voilà, il faut être dans la situation pour voir ce qui est possible, et puis de toute façon faire le pari du possible, ça me semble, laisser les portes ouvertes, ça me semble quelque chose d'extrêmement important. Relativiser l'impossible, parce que ça aussi on l'entend. Maintenant, il faut être réaliste. C'est vrai qu'à certains moments, dans le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il y a des situations qui sont impossibles à vivre parce que l'enseignant ou n'est pas volontaire, ou n'est pas formé, ou il a peur, ou il n'y a pas d'accompagnant, on n'a pas pu trouver les moyens, etc. Donc il y a des situations qui effectivement peuvent amener à dire « c'est impossible ». Mais il faut, quand je dis relativiser l'impossible, c'est-à-dire c'est impossible dans le système tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il fonctionne. Mais ce n'est pas impossible en soi. C'est-à-dire qu'un élève, par exemple, effectivement, dans le bas du spectre autistique, avec retard mental, ne puisse pas être dans les classes ordinaires des écoles ou des collèges. Bon, effectivement, c'est quelque chose qui est impossible aujourd'hui. Mais je donne souvent l'exemple, effectivement, puisque j'ai vécu ces années 80 et 90, à cette époque-là, si on avait dit on va mettre un élève autiste dans une classe ordinaire de maternelle avec un accompagnant, on m'aurait dit mais vous êtes complètement folle, c'est absolument impensable, c'est impossible. C'était impossible à cette époque, mais ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. Donc c'est important d'avoir de connaître un petit peu l'histoire et de relativiser ce qui semble impossible aujourd'hui. Bien, alors je vais donner un exemple donc d'inclusion scolaire pour ne pas en rester simplement au niveau des considérations théoriques, bien que ce soit important de réfléchir à tout ça et d'essayer de le penser le mieux possible. Donc je vais donner un exemple de situation pédagogique, un exemple de situation que je qualifie de situation limite. Bon, j'ai fait beaucoup de vidéos de situations pédagogiques et c'est vrai que j'ai toujours tendance à aller chercher les situations qui sont un petit peu limites. Et c'est vrai que quand on voit le profil d'Aymeric, qui est plutôt dans le bas du spectre autistique, eh bien, on se dit que voilà, on a du mal à imaginer cet élève en milieu ordinaire d'abord,
même en CLIS ou en ULIS, et encore plus dans une classe ordinaire de collège. Et pourtant, c'est la situation qu'il vit encore aujourd'hui, puisqu'il est encore au collège, et qu'on envisage d'ailleurs pour lui une inclusion en lycée professionnel, et pas dans une ULIS, mais toujours dans les classes ordinaires. Donc cette situation de limite, effectivement, je pense qu'elle va être prolongée. Alors Émeric, il faut savoir, puisque vous allez donc le voir dans une situation d'inclusion au collège, dans une séance de chimie, c'est un enfant dont les spécialistes avaient dit d'emblée qu'il ne pourrait pas aller à l'école. Parce que quand les parents viennent de recevoir un diagnostic, ils posent toujours la question, est-ce que mon enfant va pouvoir aller à l'école? Et les spécialistes, eh bien, au lieu de s'abstenir, font comme ça des pronostics. Et on avait prédit, donc on lui avait dit que ce n'est pas la peine, qu'il vaut mieux y renoncer, que cet enfant ne pourra pas bénéficier d'une scolarité, surtout pas en milieu ordinaire. Alors c'est vrai que voilà, c'est quand vous venez d'apprendre que votre enfant souffre d'un autisme et qu'en plus on vous dit qu'il ne pourra pas aller à l'école, c'est un moment très difficile à vivre, mais c'est une famille qui a surmonté cette épreuve initiale et qui effectivement a fait preuve d'une volonté à toute épreuve, parce qu'il y a eu des épreuves dans le parcours d'Émeric. Mais effectivement, il a toujours été scolarisé en classe ordinaire, aussi bien à la maternelle, à l'école et au collège, et je l'ai filmé dans ces différents lieux. Voilà. J'ai l'intention de poursuivre. Alors, effectivement, la motivation, là, a joué un rôle très important, motivation des parents. C'est sûr que si ces parents n'avaient pas eu cette motivation, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Il y a eu aussi des aides extérieures à l'école, parce que quand, effectivement, dans le milieu scolaire, on n'est pas suffisamment formé, eh bien, il faut effectivement l'aide de professionnels extérieurs au milieu scolaire. Donc, ça a été le cas pour Émeric. Et donc, effectivement, il est arrivé là au collège. Alors, lui, ce qu'il a vécu là, c'est un mi-temps. Un mi-temps. Et pour moi, le mi-temps, c'est justement ce seuil en deçà duquel il ne faut pas descendre. Alors, j'ai mis là, à gauche, effectivement, les cours dont il bénéficie. Et j'ai mis en gras ceux qui me semblent les plus importants. Parce qu'après tout, en arts plastiques, en musique, en sport, et c'est des disciplines qui sont bien sûr importantes, bon ben voilà, il peut suivre les cours, mais aussi technologie, physique, chimie, SVT. Quant au français et aux maths, effectivement, il les fait avec son AVS et en individuel. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas les faire en classe ordinaire, mais là, il faudrait convaincre les enseignants, etc. Donc voilà, il ne le fait pas, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et l'autre mi-temps, il la passe à son domicile, avec une préparation à sa vie professionnelle future. Alors, ce qu'on va voir là maintenant, donc, c'est la classe de 5e de collège avec un professeur donc, de physique-chimie qui accueille donc Émeric dans sa classe. Cet enseignant, il est motivé. Et pour moi, alors oui, je tiens vraiment à le dire avant qu'on voit la séquence, la motivation, c'est vraiment la première condition avant la formation. Je suis formatrice de métier, mais j'ai vu beaucoup de professionnels, effectivement, venir en formation, pas toujours motivés. Et je me dis que la formation, c'est important, mais que la motivation est plus importante encore. Quand on est motivé, on a fait au moins la moitié du chemin. Alors après, bien sûr, il vaut mieux avoir une formation, mais on bénéficiera d'autant mieux de la formation qu'on a la motivation. Cet enseignant-là, il est motivé, il a des repères. De toute façon, à partir du moment où on est motivé, on commence à s'informer, et c'est ce qu'il a fait. C'est sûr que s'il avait pu suivre des formations, ce serait encore mieux, bien évidemment. Alors on va le voir là, donc qui accueille Émeric en cours de physique-chimie. On peut y aller. Pour moi, le scolaire est important. Il est justement un pilier de son autonomie future. Donc on répond à un double objectif. L'objectif de la suite d'un parcours scolaire qui est pour lui porteur d'apprentissage. Il prend tout ce qu'il peut. Alors on ne sait pas jusqu'à où il va aller. On sait qu'il ne peut pas tout faire non plus, mais on l'accompagne dans cette progression scolaire. Et on a donc découvert avec bonheur qu'en SVT, en physique, il y avait vraiment des compétences qui étaient là. Et les enseignants qui apportent des adaptations sont tout à fait capables d'obtenir de lui des résultats qui sont similaires aux autres en passant par une adaptation pédagogique. Bien, les gens de 5e, s'il vous plaît, vous allez monter.
Bonjour. Ça va aller aujourd'hui? Bon, je vous explique. C'est-à-dire que quand on fait des travaux pratiques, hein, vous arrivez et je vous ai préparé ce qu'on appelle le mode opératoire, c'est-à-dire la petite cuisine avec le matériel, etc. Il faut pour faire la... Eh bien, cette fois, c'est vous qui allez faire ceci, c'est-à-dire faire le mode opératoire. L'autre chose, on va la préparer à partir de deux choses. Bon, on va la préparer à partir d'une poudre blanche. Hein. Donc cette poudre blanche, eh bien, c'est de la chaux vive. Bon, je vais la donner à Aymeric parce que lui, il va en avoir besoin, il est en avance par rapport à vous. Chut. Alors, deuxième chose, cette chaux vive, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mélanger avec de l'eau. Donc, Aymeric, il va préparer ça hein, tout de suite. Alors, il va mettre 150 ml d'eau dans son bécher. Allez hop, au boulot. De l'eau, tu vas mettre de l'eau jusque là. Allez, vas-y. Top, 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 top. Montre. Attention, faut que tu le mettes. Regarde. Il y en a trop, faut que tu en vides. Allez. Regarde. D'accord, c'est bon. Voilà. Doucement, Donc, doucement. Ouais, bien. d'accord. Donc il est en train de faire quoi là? On a vu ça en chimie. Tu poses? C'est bon, ça va. Il est en train de faire un mélange. Ça va. C'est un mélange hétérogène. Et puis à la fin, ce que je veux, Constituant. et ce que justement Aymeric il va faire, Et la poudre. Attends. je veux arriver à ça. Autre chose. Et vous voyez, c'est parfaitement limpide. Hein, c'est clair comme de l'eau de roche. En fait, la base est là, hein, c'est la même que celle des autres élèves de classe de 5e. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, ce qu'il était en train de faire, il était en train de travailler sur le thème de séparation, des techniques de séparation des mélanges à base d'eau, hein, et notamment, comme tous les élèves de la salle. Donc, à partir de là, bon, on ne va pas lui faire penser justement tout le mode opératoire, mais on va le mettre sur la voie. C'est-à-dire que là, par exemple, bon, les élèves de la classe de 5e, eux, doivent le penser et le mettre sur papier. Bon, lui, il va le penser, mais on va l'aider à le penser, ce mode opératoire, en lui mettant, par exemple, plusieurs matériels devant lui. Et ce sera à lui de choisir justement le matériel. Et ça Voilà. coule. Le but du jeu, c'est que il faut qu'ensuite tu filtres. Alors je te mets n'importe quoi, je te mets des choses dont tu n'auras pas besoin. Tu choisis, tu te débrouilles. À toi de le faire. Tu regardes bien et tu dois faire pareil. Donc il faut que tu prennes ce matériel là-dedans. D'accord? Allez, Vas-y, prends les mêmes. Bon, et on va beaucoup plus lentement. Hein, c'est-à-dire que la partie TP, là, de manipulation, il le fait depuis 1h30 à peu près. Bon, il faudra encore une bonne heure hein, pour arriver au terme justement de la manipulation, alors qu'avec les élèves de 5e, ça va être clôturé en moins d'1 heure. Super, ça c'est le filtre, tu as raison. C'est très très bien. Voilà. Et tu appuies, c'est très bien, super bien. Doucement. L'air est meilleur. L'entonnoir. Une fois qu'il l'aura choisi d'une manière un peu tactile, bon, il va le décrire ce matériel. Bah, tiens, j'ai pris ça, ça s'appelle telle chose, je sais pas, un bécher, un Erlenmeyer, un ballon, etc. Bon, alors que les élèves, ils essaient de conceptualiser un peu plus, quoi, c'est-à-dire de prévoir à l'avance justement comment le matériel, et ensuite faire la manipulation. Bon, en sciences physiques, ce que j'essaie de faire, c'est un petit peu l'interdisciplinaire avec les autres élèves, c'est-à-dire, en fait, c'est de faire la rédaction. Hein. Je veux dire, quand on fait le mode opératoire, c'est de la rédaction. Je choisis ça, je fais ça, tout ça dans un ordre chronologique. Bon, pour Aymeric, c'est un petit peu difficile. Donc là, les astuces qu'on a trouvées, justement, eh bien, c'est de faire des textes à trous avec des choix de mots à compléter, justement, dans des textes à trous pour avoir une signification de la phrase, quoi.
on essaye des petites choses, puis on se dit, bah, tiens, par rapport à tel élève qui est dyslexique, qui a un manque de concentration, le système de texte à trous par exemple, bon, pourquoi pas le mettre en marche sur certains élèves. Mais globalement, on en sera arrivé à la même finalité, c'est-à-dire que, il aurait préparé son autre show en mettant en œuvre des techniques de séparation des mélanges. Deuxièmement, il aura fait un témoin en soufflant dans un tube à essai où il y avait de l'eau de chaud, et après une expérimentation, une démarche expérimentale, de dire, ben voilà, le gaz que j'ai dans ma boisson gazeuse, je vais le tester justement avec l'eau de chaud pour savoir qu'est-ce que c'est comme gaz. Donc il y a toute une démarche expérimentale qui va faire aussi, tout comme les autres, plus lentement, adapté, mais... Très bien. Et le bécher. Ce qui lui plaît particulièrement dans les sciences physiques, c'est qu'il y a de la manipulation, il y a un petit peu d'écriture, mais voilà. Là, on a commencé la chimie depuis une quinzaine de jours. Quand il mélange quelque chose, ça donne quelque chose. Quand il fait un montage, il va y avoir une conséquence derrière, la lampe va s'allumer. Voilà, il y a vraiment un résultat concret derrière. Je pense que c'est ce qui l'attire particulièrement. Et tout est à sa portée, tout le cours est revu. Tous les TP sont adaptés pour Émeric. Il fait exactement la même chose que les autres, mais à son niveau. Et après, on passera à la suite, c'est-à-dire tester un petit peu le gaz qu'on expire dans de l'eau chaude qu'on aura préparé. Oui, mais j'ai peur qu'il aspire, s'il voit la paille. On va tester. On va trouver une solution. Oui, d'accord. Mets dedans. Attention. Soufflez. Non, ouais. Soufflez. Encore. Souffle. Encore. C'est en l'observant qu'on teste, on observe, puis soit ça passe pas, et puis on trouve une autre solution. Donc là, le problème de la paille, c'est que visiblement, Émeric s'est toujours servi d'une paille pour aspirer, et pour se désaltérer, donc pour boire le contenu du récipient. Donc là, visiblement, il ne s'est pas soufflé dans une paille. Bon, et le problème, c'est que nous, on veut le faire souffler dans la paille pour pouvoir voir ce qui se passera au niveau de l'eau chaude quand il expirera. Donc, on a essayé plusieurs reprises et visiblement, c'est assez difficile de faire. Donc, on se dit, on va trouver une autre solution. Il arrive à souffler en dehors du pot, mais dedans... Réfléchir à une solution. Oui. À ce moment-là, on peut lui faire compléter ça déjà d'une part, et puis à ce moment-là, je ramènerai un ballon de baudruche. D'accord. Ah oui, d'accord. Comme ça, il le gonflera, et puis il lâchera le gaz qu'il aura soufflé dans le ballon là-dedans, qui revient au même. Oui. Peut-être qu'il sera mieux gonfler un ballon que souffler dans une paille. On fait comme ça. D'accord, très bien, merci. Donc là, on mettra un bouchon, on mettra son nom, puis on le conservera. D'accord. Par contre, non, c'est bon. Il peut encore mettre un petit peu le restant là, ici pour en avoir un petit peu plus, que j'en ai encore. Donc on lui fait terminer ça, et puis la prochaine fois, on essaiera de procéder comme ça, mais vendredi prochain. D'accord. On trouvera une solution. C'est en observant qu'on trouve la solution. Comme avec des élèves normaux, parfois, on trouve la solution en les observant. Donc Émeric, c'est pareil. Alors Christine, Oui. par rapport à cette vidéo, peut-être Oui. tu as un commentaire, une analyse ? Oui, alors donc on voit là un professeur de secondaire donc, qui effectivement est motivé, intéressé pour accueillir Émeric. Il y a un mot qui revient beaucoup dans son discours, c'est observation. Il faut observer. Et effectivement, et il dit d'ailleurs avec cet élève-là, mais aussi avec d'autres qui sont en difficulté. Et effectivement, on a cet exemple-là d'une difficulté là, qui surgit, puisqu'on donne une paille à Émeric. Quand on lui donne une paille, il aspire et il n'arrive pas à faire ce qu'on lui demande. Et là, effectivement, le professeur, il s'en va, mais il réfléchit et il finit par trouver une solution. Et là, on voit bien la démarche de ce que j'appelais tout à l'heure la pédagogie différenciée, individualisée d'ailleurs, plus précisément, et qui repose sur l'observation de l'élève en situation d'apprentissage, d'essayer de comprendre sa difficulté et de trouver une solution. Et là, on est bien dans la réponse aux besoins propres de cet élève.
Alors c'est vrai qu'on a coutume de dire que le secondaire, pour ce genre d'élèves, c'est inaccessible, à la fois parce que les contenus, effectivement, sont plus difficiles qu'à l'école élémentaire. On a aussi l'habitude de dire que les enseignants du secondaire ne sont pas du tout prêts à accueillir ce type d'élèves. Je pense que cette vidéo, eh bien voilà, elle dément un petit peu toutes ces opinions. Elle montre que c'est tout à fait possible. Et j'irais même jusqu'à dire que les professeurs du secondaire, quand on arrive, parce que c'est pas le seul que j'ai rencontré comme ça, quand on arrive vraiment à les convaincre de l'intérêt d'accueillir ces élèves particuliers, eh bien, ils sont tout à fait prêts parce que justement, ce sont des professeurs de discipline, donc l'objet pédagogique, ils le connaissent à fond, et je pense qu'ils sont tout à fait capables de trouver, d'avoir des idées d'adaptation et peut-être même encore plus importantes qu'à l'école élémentaire. Donc, pour moi, ça remet vraiment en question tout ce qu'on a l'habitude de dire, que voilà, le secondaire pour ce genre d'élèves, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Voilà, je me contenterai là de ce commentaire. Là, ce sont quelques ouvrages donc, qui sont parus récemment sur la question de la scolarisation. Ça, c'est un ouvrage chez Duno qui a été fait à partir d'un colloque sur la question de la scolarisation et où on donne la parole à tous les acteurs de la scolarisation et qui porte un sous-titre « Vers l'inclusion ». Ça, c'est un guide qui avait été commandé par le ministère de l'Éducation nationale, donc à l'INSHEA, et qui est toujours en ligne, hein, que les enseignants peuvent télécharger sur le site de l'INSHEA, mais aussi sur le site EduScol. Il est sur un certain nombre de sites. Et ça, c'est un dossier qui a été fait à la NRAS, donc que j'ai coordonné avec Guylain Majerotte, qui est un professeur de l'Université de Mons, spécialisé aussi en autisme, et voilà, auquel on a donné ce titre que j'aime bien, l'autisme, une grande cause scolaire, puisqu'on l'a sorti à l'issue de cette année de l'autisme qu'on a appelé grande cause, et donc là, on a essayé de faire de l'autisme une grande cause scolaire. Et puis je termine, là c'est par un petit ouvrage que j'ai publié aux éditions de l'INSHEA sur le syndrome d'Asperger, parce qu'effectivement, là dans le spectre autistique, c'est une population particulière. Donc c'est un jeune avec syndrome d'Asperger que j'ai suivi à la fois dans sa famille, mais aussi là aussi au collège. Et donc on a filmé des séquences pédagogiques et elles sont à la fois présentées et analysées dans cet ouvrage. Voilà. Donc merci Christine pour cette présentation très intéressante. On a eu des questions donc, qui ont été posées en amont par les personnes qui se sont inscrites à la conférence. Je vous pose une première question. Donc, est-il judicieux de faire intégrer un enfant de maternelle grande section à la classe de CP une après-midi par semaine par exemple pour que l'enfant s'acclimate au rythme de travail et à l'ambiance de la classe? Alors, dans cette question, effectivement, il y a deux aspects. C'est l'aspect, acclimatation, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut comprendre cette idée qu'il faut y aller doucement, progressivement, il faut que l'élève puisse s'habituer, c'est un milieu qu'il ne connaît pas, c'est nouveau, etc. Seulement, le problème, c'est que ce n'est pas en lui offrant une après-midi comme ça dans la semaine qu'il va pouvoir prendre ses repères. Au fond, si on veut y aller progressivement, il vaudrait mieux, parce que c'est très important pour ce genre d'élèves, lui permettre d'y aller un petit peu tous les jours, si possible à la même heure, hein, je ne sais pas, entre telle heure et telle heure, de façon à ce que voilà, il puisse s'habituer, prendre ses repères. Mais assez rapidement, il faut quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit un temps significatif, hein, et arriver au moins à un mi-temps, hein, parce qu'autrement, on met l'élève dans une situation handicapante. Hein, c'est-à-dire qu'il a déjà un handicap, mais on risque de le surhandicaper en le mettant dans une situation comme ça de scolarisation partielle, un temps partiel et qui n'a pas de sens pour lui. Mais pour les autres élèves non plus, parce que comment les autres élèves vont-ils pouvoir s'habituer à lui, le connaître, etc. C'est vraiment problématique. Ouais. Alors, une question à distance où on nous demande combien d'enseignants, de directeurs, d'inspecteurs assistent actuellement à la conférence. Donc là, il y a à peu près une vingtaine, une trentaine de professionnels de l'éducation nationale, sachant que cette conférence sera retransmise après en différé et nous enverrons bien évidemment les liens vers les enseignants qui se sont inscrits mais qui ne pouvaient pas, pour des questions d'emploi du temps, y assister. On le sait, les enseignants sont plutôt disponibles le mercredi après-midi. Malheureusement, nous ne pouvions pas caler ce moment d'échange avec vous
le mercredi après-midi, mais tout sera fait voilà, pour maintenir le lien et diffuser l'information auprès des enseignants. J'ai une autre question. Inclure en milieu ordinaire, sensibiliser les enseignants, les former, mais la situation de handicap ou de surhandicap est générée aussi par l'effectif des classes, ce qui est souvent un frein dans l'investissement des enseignants. Bon, alors la question des effectifs, c'est vrai que c'est pas facile d'avoir un effectif trop important. Quand on pense à une trentaine, 30, 35 élèves, effectivement, s'il s'agit d'accueillir un élève avec des besoins particuliers en plus, etc., bon, c'est vrai que c'est pas une situation très très confortable. Et qu'il faudrait, pour le moins, mais là c'est une décision politique, peut-être diminuer un peu les effectifs. Mais il ne suffit pas de diminuer les effectifs pour que, justement, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la pédagogie individualisée, etc., se mette en place. Il faut vraiment là qu'il y ait une prise de conscience du côté enseignant que, voilà, il y a là un élève particulier avec ses besoins propres et qu'il faut faire un effort pour répondre à ses besoins, c'est-à-dire un effort pour accueillir la différence. Il ne suffit pas de diminuer les effectifs et de se dire bon, voilà, là, l'enseignant va être dans une situation confortable et tout va bien se passer. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais enfin, je reconnais qu'un effectif trop important, c'est effectivement un problème. Bon. Juste une dernière question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et on essaye de répondre au maximum à vos attentes. Le passage de l'école élémentaire au collège. Bon, on l'a vu avec la vidéo d'Emeric. Ça a l'air de bien se passer pour Emeric dans le cours. Mais là, il y a une maman qui évoque les problèmes de harcèlement, de complexité des relations sociales qui sont plus simples, entre guillemets, à l'école élémentaire. Comment gérer cette dimension et ce passage au collège qui agit, on le voit un peu comme un coup près, parce que le nombre d'enfants avec autisme scolarisé diminue également à ce moment-là. Oui, alors c'est complexe. Parce qu'effectivement, accueillir un élève avec autisme aussi bien à l'école qu'au collège, mais peut-être encore plus au collège, ça suppose en effet une préparation non seulement des enseignants, mais aussi des élèves. Qui doivent être partie prenante dans cet accueil. Ça veut dire sensibiliser aussi les élèves de la classe, leur expliquer les particularités de cet élève pour qu'ils puissent intervenir, l'aider, etc., participer à cette inclusion. Ce qui n'est pas toujours fait. Hein. Donc, il y a cette difficulté-là. Puis après, il y a effectivement la difficulté de fonctionnement du système. C'est-à-dire qu'on a une telle représentation du handicap qu'on pense a priori que ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est aussi un obstacle. Ce n'est pas seulement le manque de préparation ou de formation, c'est la représentation qu'on se fait de la scolarité de ces enfants. Donc, d'emblée, on pense, voilà, c'est pas possible, c'est pas pour eux, ils n'ont pas les compétences pour, etc. Et du coup, on ne se lance pas dans l'aventure, on n'ouvre pas les portes du collège. Et puis c'est vrai que, bon, ils sont beaucoup en CLIS à l'école élémentaire. Pour le moins, il faudrait qu'il y ait autant d'ULIS que de CLIS. Alors les ULIS, effectivement, elles ont été mises en place après les CLIS, mais actuellement, elles ne sont pas en nombre suffisant. Donc il faudrait pour le moins accroître le nombre des ULIS au collège, au lycée, et même au lycée professionnel, parce qu'après, dans le prolongement de la scolarité, il y a la formation professionnelle et c'est extrêmement important pour le devenir de ces enfants. Merci Christine pour ces réponses. Ce que je vous propose maintenant, c'est que Anne-Valérie nous parle l'enfant avec autisme va à l'école. Voilà. Anne-Valérie. Merci. Rebonjour à tous. Voilà, donc on va commencer ce document sur l'enfant autisme va à l'école. Je vais donc passer sur le côté, partir du côté beaucoup plus pratique, on va dire, puisque c'est dans ma posture d'enseignante avec ces enfants. Alors à l'école primaire, je vais essentiellement m'attacher à l'école primaire, puisque Christine a bien développé l'aspect collège. Donc on a vu avec Christine que l'enfant est largement scolarisé au niveau de l'école maternelle. Quand il s'agit d'école élémentaire, c'est beaucoup plus difficile au niveau de l'inclusion en classe ordinaire et qu'on est bien souvent, on retrouve ces enfants en classe spécialisée. Alors je vais décliner mes arguments au niveau de différents points. On va traiter d'abord les objectifs de la scolarisation de ces enfants avec autisme. Alors, ce qui me semble important, c'est que le premier objectif
pour tout enseignant, c'est d'obtenir la coopération de l'enfant. L'enseignant se trouve bien souvent un peu démuni, il a un enfant différent, qui n'est pas tout à fait semblable aux autres enfants. Son fonctionnement lui est un petit peu inconnu. Tout cela génère bien souvent des angoisses pour cet enseignant qui est un peu perdu. Cet enfant ne le regarde pas, ne lui parle pas, on l'appelle, il ne répond pas à son prénom, il se met dans un coin, il va jouer avec ses petites voitures inlassablement. Bon, je conçois tout à fait que l'enseignant soit un peu perdu. Et bien souvent, quand l'enseignant essaie de rappeler l'enfant à sa table pour fonctionner comme les autres en tant qu'élève au niveau de sa posture, de s'asseoir et de se mettre au travail, et bien d'un seul coup, l'enfant se met à crier, à hurler, à se mordre parfois, et l'enseignant est un peu perdu. C'est ce qu'on appelle aussi, ce que j'ai mis, donc les troubles du comportement qui sont générés par justement toutes ces particularités sensorielles de ces enfants. Alors ce qui me paraît important en premier lieu, en premier objectif, c'est d'obtenir la coopération de cet enfant pour qu'il puisse être en classe et obtenir un statut d'élève. Alors comme on le voit sur cette photo que j'ai voulu mettre, donc la première coopération avec cette petite fille qui a 3 ans, vous voyez, je l'ai sur mes genoux, puisque au départ, elle ne voulait absolument pas s'asseoir face à moi. Et là, tout simplement, mais on joue ensemble. Donc on a obtenu cette coopération où elle me met des petits jetons sur les doigts. Ensuite, on a joué à souffler avec un ballon. Alors j'ai soufflé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle n'y a pas fait très attention. Et puis, à force de répétition, elle a pris le ballon, elle me l'a tendu et elle me l'a mis dans la bouche. Et à ce moment-là, elle m'a signifié « Je t'ai repéré, agis maintenant ». On n'en était pas encore au niveau du langage, mais on avait déjà une première approche, une première coopération. Alors ensuite, après, une fois que cette coopération est en place, cet enfant a une particularité, c'est qu'il faut tout lui apprendre. C'est pour ça que j'ai mis comme titre « Apprendre à apprendre ». Donc le guidage avec l'enfant est vraiment un outil au service des apprentissages. Et j'aimerais citer Theo Peters qui souligne à juste titre « L'accompagnement corporel est très utile pour l'accomplissement de nouvelles tâches. Le professeur se place à l'arrière, derrière l'élève et exécute les mouvements en posant ses mains ou ses bras sur les bras ou les mains de l'élève. 4 mains exécutent simultanément l'exercice. » Alors, dans cette première photo, vous allez voir donc, le guidage ici. Donc, je suis derrière l'enfant, comme le dit Theo Peters. Nous avons nos 4 mains qui agissent tout ensemble. Je lui tiens la main pour la guider au niveau de l'écriture et de mon autre main, je maintiens sa deuxième main pour qu'elle soit posée et calme. Dans le deuxième temps, ici, au niveau du guidage toujours, donc cette fois, je suis assise. Les choses ont avancé, donc je peux être un petit peu plus éloignée, moins dans la posture où je l'entoure. Et là, je n'ai plus qu'une main qui guide sa main pour apprendre à écrire et à tracer. On est sur des pistes graphiques ici, d'un niveau petite section maternelle pour une enfant de 3 ans. L'étape suivante, là cette fois je n'en sers plus l'enfant au niveau de mon corps et si vous le voyez bien, je guide sa main, je lui enserre le poignet et donc le guidage est un petit peu différent et ce qui développe effectivement l'autonomie de l'enfant jusqu'à ce que finalement l'enfant ayant senti toutes ces approches finissent par lui-même, on le sent, on lâche petit à petit et elle va se mettre à écrire toute seule. Alors dans cette 4e photo, je montre un petit exercice de travail avec support adapté. Donc là, on est sur un guidage complet où l'enfant ne sait pas se saisir des étiquettes pour les placer au bon endroit. Et là, on est vraiment dans le guidage de cette première photo que vous avez vue tout à l'heure.
Mais bien évidemment, au bout de 2-3 séances, la petite fille saura le faire toute seule. Alors le troisième objectif, très important, c'est celui de la valorisation. Il faut impérativement valoriser les réussites et les compétences de ces enfants. Alors on a tous connu à l'école les petits points jaunes, le bonhomme qui rigole, les bons points, même quand on n'était pas avec un public d'enfants en situation de handicap ou d'autisme, on a connu les bons points, tu as bien travaillé, tu as un bon point. C'est quand même une monnaie courante au niveau de l'école et ça se fait encore pas mal dans pas mal de classes. Voilà, donc valoriser cet enfant, c'est quelque part le récompenser. Il a fini son exercice, il a réussi, vous voyez, elle applaudit. Elle applaudit et pour la récompenser, comme elle adore, je lui fais des petites chatouilles, elle rigole et c'est très bien. Et du coup, on peut se remettre au travail. Dans cette autre situation, donc, il s'agissait de reproduire des formes à partir d'un exemple. Là, on travaille en face à face, on n'est plus dans le guidage puisque le jeune enfant est autonome de ce côté-là. Et là, je le félicite, je lui dis bravo, tout simplement. Il pose ses mains à table et il est très fier de lui. Le quatrième objectif est celui de l'évaluation. Alors l'évaluation, c'est un gros travail. Je reviendrai tout à fait sur ce qu'a dit Christine, sur ce que le professeur de physique-chimie d'Emeric a bien énoncé. L'observation est première. Cet enfant, on ne le connaît pas, il ne vous connaît pas. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord de prendre le temps de l'observer. Alors, l'observer, ça veut dire prendre des notes, le regarder en classe, comment il se comporte, combien de temps il reste assis à sa place. Et puis, c'est aussi travailler individuellement avec lui pour pouvoir observer ses compétences. Alors, ces compétences, on va s'appuyer sur ces compétences pour enfin pouvoir l'évaluer. Donc j'avais mis 2 tableaux, je pense qu'on les voit séparément. Donc là, il s'agissait d'un bilan de vie collective en classe. Le détail n'est pas... Voilà, là c'est un détail très très complet sur un enfant quand même très autonome. Mais on peut très bien faire des auto-évaluations avec des enfants où on se fixe des objectifs tout simples, qui sont à sa portée, et quand l'objectif est réussi, on passe à un autre. Ensuite, pour vraiment évaluer cet enfant, l'idéal est de passer quand même sur des évaluations de type national, des évaluations reconnues qu'on trouve sur tous les sites des différents du ministère, sur les inspections académiques. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas de prendre l'évaluation qui correspond à l'âge de l'enfant, mais l'évaluation qui correspond à son niveau de compétence. Voilà. Le but étant toujours la valorisation de ses compétences. Donc, sur ce tableau qui est une évaluation de lecture d'un niveau de fin de CP, ce que vous voyez, c'est que j'ai pris une évaluation qui correspondait au niveau de l'enfant et ce qu'on valorise, c'est le vert. Ce sont les compétences acquises. Alors le 5e point, très important, c'est la construction du projet. Voilà. Alors le projet est à construire pour cet enfant. Il y a le projet, je voulais dire d'abord, ce n'est pas un programme. Un programme, c'est un programme pour une classe de CE1, il y a un programme. Pour cet enfant en particulier, on va construire un projet qui est à la fois individuel, c'est-à-dire que c'est son projet, et personnalisé dans le sens où ça va être le projet qui correspond à ses compétences. Donc un enfant pourra très bien au sein d'une classe travailler des maths de niveau CE1, de la lecture de niveau CP et bien même à l'intérieur des mathématiques avoir des compétences par exemple en géométrie d'un niveau CE2 alors qu'en calcul des compétences d'un niveau de début de CE1. Donc c'est pour ça que le projet doit être individualisé mais aussi personnalisé. Alors on va passer aux outils. Donc les outils sont très très importants pour travailler avec ces enfants parce qu'il faut savoir que ces enfants sont avant tout visuels.
Donc, au niveau de la communication, vous allez souvent vous retrouver face à des enfants parfois non-verbaux qui ne vont pas vous parler. Alors, ils ont bien souvent un classeur PEX ou en image ou qui a été mis en place, ou en Macathon, hein, sur la petite image de droite, qui a été mis en place par les parents à l'aide de l'orthophoniste. Il est important que ce classeur, s'il existe déjà, viennent à l'école. Quand les parents le mettent dans le cartable, il est important aussi d'apprendre à l'utiliser en tant qu'enseignant. Bon, pour ça, le CNED fera aussi des formations à l'attention des enseignants. Deuxième outil, le timer, qui est un support visuel essentiel pour travailler le temps de travail, le temps qui reste. Et ensuite, les pictogrammes. Bien évidemment, quand l'enfant ne sait pas encore lire, les pictogrammes l'aident à comprendre quelle est la consigne. Le deuxième outil, l'emploi du temps visuel. Alors cet enfant très visuel a besoin de connaître ce qui va se passer pendant et après, et sur le moment. Donc il est vraiment très utile de mettre en place un emploi du temps qui va l'aider à se repérer dans le temps et qui pourra être travaillé aussi à la maison avec les parents. Donc je vous ai présenté 3 emplois du temps. Ici, vous avez un emploi du temps que j'ai souhaité vraiment présenter parce que, bon, vous voyez qu'il s'agit d'un enfant qui est scolarisé en CLIS tous les matins et à l'IME tous les après-midi, pour dire qu'un partenariat médico-social peut se faire. Cet enfant est en non-lecteur. Les mots sont écrits, mais il a aussi le pictogramme pour s'y retrouver dans son emploi du temps. Vous avez ici un autre type d'emploi du temps où il y a des inclusions en classe ordinaire, le travail dans une classe spécialisée et le service de soins après sur 2 après-midi par semaine. Et ici un emploi du temps beaucoup plus complexe parce qu'il s'agit d'un enfant lecteur qui n'a plus besoin des pictogrammes. Et là, on utilise les couleurs vraiment pour qu'il se repère sur ces temps d'inclusion, ces temps de travail en autonomie, ces temps de travail en collectif et ces temps de travail en individuel. Voilà. Donc voilà l'emploi du temps en grand format. Alors les outils, c'est aussi des supports adaptés. On l'a bien vu, Christine l'a bien évoqué. Alors ici, je vous présente un support adapté vraiment pas difficile à faire. Hein. Il s'agit d'une méthode de lecture bien connue depuis plus de 20 ans dans l'enseignement, hein, qui se nomme Ratus et ses amis. Bon, cet enfant, dans sa classe d'origine, travaille en lecture avec cette méthode. Donc il s'agit d'individualiser et de personnaliser le support par rapport à ses compétences. Et on voit bien donc, les petites étiquettes de Ratus, mot à mot, qu'il reconstitue par méthode de scratch pour élaborer des phrases. Ici, il y a un support d'écriture qui est très intéressant, j'allais dire, parce que ce type de support avec des lignes en couleur fonctionne très bien aussi pour tous les autres enfants qui ont des difficultés. Je pense aux enfants dyslexiques, mais je pense à bien d'autres enfants. Et puis, le côté fiche plastifiée, eh bien, il n'y a pas d'erreur, parce que l'enfant se trompe, il efface. Donc, il a le droit à l'erreur, et finalement, à l'arrivée, il est valorisé parce qu'il a réussi. Vous avez ici un autre type de support, donc toujours à Scratch, pour travailler donc, la lecture des chiffres de 1 à 5, tableau à double entrée, donc ça fait une double compétence. Et vous voyez que l'enfant, avec ce type de support, est très concentré et très à même de les utiliser. Alors, on passe à une autre partie très importante, créer des liens. Alors, voilà, pour que ça fonctionne, il ne s'agit pas seulement que l'enseignant et l'AVS travaillent en classe avec cet enfant. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait de réelles relations de partenariat au sein même de l'école. Donc, avec l'AVS, bien évidemment. Alors, des parties seront déclinées plus tard par le CNED, justement, à l'intention des AVS. Donc, je ne vais pas m'attarder. Avec l'équipe pédagogique, le directeur, les autres professeurs des écoles, voilà, parce que cet enfant va en cours de récréation, a des camarades dans la cour de récréation. Donc, il est important d'informer les autres professeurs des autres classes. Voilà, le directeur est quand même celui qui fait les liens avec les parents. Et enfin, je dirais le plus important aussi, hein, donc après le travail avec cet enfant, le plus important, c'est le travail avec les parents.
Alors n'oublions pas que les parents sont tout de même les premiers experts de leurs enfants. Ils le connaissent depuis qu'il est tout petit. Il est vraiment essentiel de travailler main dans la main avec eux. Alors comment travailler avec eux? Bon, je dirais on a plusieurs sortes de rencontres. On a les rencontres informelles qui se font au portail. Bonjour, ça va, la journée s'est bien passée. Ensuite, on a les réunions pédagogiques qui sont des moments souvent difficiles à appréhender pour les parents. Et moi, je pense que les réunions pédagogiques peuvent tout à fait se préparer en avance avec les parents, sur des temps de travail avec les parents où on les rencontre, on met à plat ce qui se passe, on discute avec eux, on prend en compte les outils pédagogiques qu'ils peuvent apporter, comme justement on a vu le classeur PEX de l'enfant, parce qu'ils ont déjà fabriqué pas mal d'outils eux-mêmes pour leurs enfants. Et puis, autre solution, autre apport, donc je parle du cahier de liaison. Alors, cahier de liaison qu'on appelle en maternelle et qu'on utilise cahier de vie, cahier de liaison, cahier de journal. Donc, un cahier de liaison entre la classe et la famille. Alors, j'ai mis un exemple ici de cahier de liaison complété avec l'enfant sur ce qu'il a travaillé le matin, l'après-midi, et ensuite l'avis de l'adulte sur cette journée. Voici ici un cahier, une journée complétée par un enfant autiste, l'avis de l'adulte à la fin. Ce cahier de liaison, il est à double sens. L'enfant le ramène à la maison, le parent le lit le soir, peut reverbaliser avec l'enfant ce qui s'est passé dans sa journée. Ce cahier de liaison aussi est important dans l'autre sens. Le parent le week-end peut mettre un mot, raconter ce qui s'est passé, l'enfant peut faire un dessin et il y a ce second retour. Voilà. Alors, créer des liens, c'est aussi des relations de partenariat hors de l'école, avec les professionnels libéraux, les orthophonistes, ergothérapeutes, avec les personnels de soins hospitaliers et médico-sociaux. J'insiste, pour l'avoir fait, quand on les sollicite, ces personnes viennent. Voilà, moi j'ai pu avoir des orthophonistes qui, au lieu de faire leur séance d'orthophonie en libéral, en cabinet, sont venus dans la classe, juste observer l'enfant dans la classe, en séance de lecture, comment ça se passait. Et ça leur sert de piste pour travailler beaucoup plus tard. Et après, alors cet enfant va à l'école pour apprendre, donc il développe des compétences cognitives, des compétences sociales, son autonomie, et peu à peu, il acquiert un statut d'élève. J'aimerais conclure vraiment avec cette citation de Joseph Chovanec, que j'ai beaucoup aimé, qui résume un peu tout ce qu'on a dit aussi, Christine, à propos de l'inclusion. Donc dans « Je suis à l'Est », alors Joseph Chovanec, autiste et savant, page 26, je le retrouve, voilà. Mon premier contact avec l'école a été l'année de grande section, où je n'allais qu'à mi-temps, le matin. M'y rendre l'après-midi était impossible. Je me souviens fort bien de la réunion avec la directrice à laquelle je n'avais rien compris naturellement, si ce n'est que plus tard, mes parents m'avaient expliqué qu'elle avait été réticente au compromis proposé avant d'accepter. À la fin de mon année de grande section, tout le monde, à commencer par la maîtresse, voulait que je redouble, parce que je n'avais pas du tout les compétences requises pour passer au CP. Rétrospectivement, je me dis que si on avait attendu que je les acquière, je serais peut-être encore en grande section. Il a fait une thèse de philosophie. Hein. Oui, voilà. Alors il faut le dire, puisque tu connais Joseph de Visu, donc voilà, je trouve que cet extrait montre vraiment à quel point c'est pas parce que l'enfant ne vous a pas montré ses compétences qu'il ne faut pas continuer l'école. Voilà. Alors, on ne va pas se poser la question sur un enfant sourd-muet. On va se dire, bah oui, il sait pas parler, mais il sait lire. Mais alors, un enfant avec autisme, il ne sait pas parler, donc il ne sait pas lire. Or, on constate qu'il y a beaucoup d'enfants autistes qui savent lire, et qui savent lire avant d'explorer leur entrée dans le langage. Donc il faut vraiment être très vigilant, et c'est pour ça que l'observation de ces compétences est un point essentiel.
Voilà, et je termine donc sur un livre que j'ai auto-publié, témoignage de mon travail avec ces enfants autistes en CLIS. Alors, Merci. Anne-Valérie, je vous remercie pour cette présentation très, très riche, très pratico-pratique. C'est vrai qu'on a pu découvrir votre pratique d'enseignante. Il y a des questions qui ont été posées. La première, ma fille autiste ayant redoublé sa grande section se trouve actuellement être en avance. Elle a commencé à lire, à faire des additions, des dictées de mots. Et la maman se demande comment est-ce qu'elle doit gérer cela avec l'équipe pédagogique qui a du mal, a priori, à reconnaître ses capacités. Ça rebondit exactement sur la citation que je viens de faire de Joseph Chovanec, puisque justement c'est un peu le souci qu'ont les enseignants, c'est de savoir déceler les potentialités de ces enfants. Alors c'est vrai que bien souvent, je pense qu'il faut s'appuyer sur ses compétences, c'est-à-dire qu'un enfant autiste, un enfant avec autisme a souvent des pôles de compétences en particulier, des pôles où il va être beaucoup plus expert. Donc on va s'appuyer sur ces pôles de compétences pour aller déceler ce qu'il peut travailler par ailleurs. Alors je pense que les enseignants de maternelle, bien souvent, ils manquent d'outils aussi. Ils manquent d'outils, ils sont un peu perdus, ils ont de grands effectifs, ils ont une AVS qui n'est peut-être pas suffisamment formée. Donc bon, j'espère aussi qu'avec Canal Autisme, ces outils qu'on va mettre en ligne sous forme de curation pourront aider les enseignants et les AVS justement à travailler là-dessus. Alors, une autre question sur une question d'une maîtresse, où la maîtresse s'interroge sur le degré qu'elle a, sur la capacité à pousser l'enfant. Elle évoque une situation où elle demandait à l'enfant de faire un dessin, l'enfant ne voulait pas, pleurait, et au moment où elle a évoqué « si tu fais ton dessin, tu pourras aller en récréation », et là, l'enfant fait le dessin et part tout content en récréation. Elle se pose des questions et elle s'interroge sur sa pratique. Est-ce que c'est bien, pas bien ? Si vous avez une réponse à apporter. Voilà, alors écoutez, moi je trouve que c'est bien. Maintenant, c'est vrai que ça fait un peu peur, puisque dans l'idée, la maîtresse a eu le sentiment d'avoir fait le forcing auprès de cet enfant. Qu'est-ce qu'elle constate ? Bon, elle est allée au bout, elle l'a forcé, l'enfant a peut-être crié, pleuré, n'a pas voulu. Finalement, il a fait l'exercice, est tout content, il est parti en récréation, c'est ce que vous dites. Donc c'est que ça a fonctionné. Donc, c'est très bien. Maintenant, la maîtresse est en questionnement parce qu'elle se demande si elle n'a pas elle-même est devenue angoissée finalement à avoir forcé cet enfant. Je dirais que finalement, cette maîtresse a eu beaucoup de bon sens. Parce que pourquoi est-ce qu'elle demande à Pierre, Paul ou Jacques dans sa classe de faire l'exercice et puis à cet enfant avec autisme, oh ben non, lui le pauvre, on va le laisser tranquille, il ne sait pas le faire. On ne peut pas être dans cette compassion tout le temps, il faut quand même les stimuler. Maintenant, j'entends bien qu'il ne faut pas non plus aller trop loin et générer des crises de l'enfant. Ça se sent très vite quand on commence à les connaître, à les appréhender. Il y a un moment où on sait qu'il faut s'arrêter, il y a un moment où on sait qu'il faut continuer. Et je pense que la maîtresse se pose la question, mais en elle-même, elle avait déjà trouvé la réponse. Une dernière question qui a été posée à distance. Comment gérer la dimension des examens et des évaluations sur le plan institutionnel ? Parce qu'effectivement, on parle de pédagogie individualisée. Les examens, comment ça se passe d'un point de vue institutionnel ? Est-ce qu'il y a des adaptations aussi possibles ? Comment est-ce que ça peut se... Alors, on va répondre à deux, je pense, avec Christine. Moi, je dirais d'un premier abord, au niveau des textes, tout enfant ayant une situation de reconnaissance de handicap a le droit à un tiers-temps. Ça, c'est... Voilà. Ensuite, voir si l'enfant peut avoir la présence de son AVS pour la relecture des questions. Bien souvent, le problème des énoncés, c'est qu'un énoncé propose plusieurs consignes en même temps, ce qui génère des difficultés pour cet enfant qui a besoin d'avoir une consigne et une seule à la fois. Donc là, l'AVS, sans faire l'exercice du tout à sa place, peut très bien, première consigne, deuxième consigne. Si besoin est, on a le picto à côté qui donne la consigne. Et puis voilà.
Christine, Oui, non, merci. j'ai rien à ajouter. Là, c'est vrai qu'il y a des textes là qui précisent ces différents aspects, donc il faut qu'ils soient respectés. L'utilisation de l'ordinateur aussi, hein, pendant Oui, les aussi, oui. examens, les évaluations peut se faire. Hein, si l'enfant a un ordinateur, il n'y a pas de souci, il a le droit à son ordinateur. D'accord, donc merci Anne-Valérie. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous parler de Canal Autisme, parce qu'on l'a évoqué au cours de ces présentations. Donc Canal Autisme, qu'est-ce que c'est? Canal Autisme, c'est un projet donc, du CNED qui souhaite développer l'accessibilité numérique. Le directeur général du CNED a donné un cap à travers 10 projets qui seront réalisés sur les 3 prochaines années pour favoriser voilà, cette accessibilité numérique. Et au sein du CNED, on s'est posé une question. Voilà, comment accompagner les parents, les enseignants, les AVS dans la scolarité de ces enfants avec autisme? On en a parlé, on en a vu les situations qui pouvaient poser problème. Alors le CNED, on est un établissement de l'éducation nationale spécialisé sur l'enseignement et la formation à distance. Nous ne sommes pas a priori des experts en matière d'autisme. Donc ce qu'on a cherché à faire, c'est comprendre. Donc pour comprendre, on a été à la rencontre des spécialistes, donc les parents, des personnes avec autisme, des associations, des enseignants, des AVS, pour se faire un peu une idée, pour comprendre voilà, quels étaient les enjeux de la scolarité de ces enfants avec autisme. Alors, on a réfléchi et on a une piste voilà, de réponse disant qu'est-ce que la formation à distance finalement pourrait apporter pour répondre à cette problématique. On s'est dit déjà c'est un avantage, c'est que c'est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça permet à toute la famille de se former ou à l'ensemble de l'équipe pédagogique de se former, ce qui est important. On l'a entendu lors des entretiens, souvent dans la famille c'est une personne qui part en formation, le papa ou la maman, mais ça crée une sorte de déséquilibre dans le couple et dans la famille qui n'est pas toujours sain. Se former, ça coûte cher, parce qu'en plus du prix de la formation, il faut se déplacer, donc payer ses transports, ses hôtels, les repas, c'est fatigant, il faut prévoir des contraintes éventuellement de garde des enfants, enfin, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc on se dit, la formation à distance, finalement, ça pourrait déjà apporter une première piste de réponse. On a souhaité aller plus loin et se dire qu'est-ce qu'on peut apporter de plus. Alors on s'est dit, on est au XXIe siècle, la formation en vidéo, voilà, c'est accessible, c'est court, c'est compréhensible partout, ça pourrait être déjà une autre façon de se former. Et puis on s'est dit, on a vu qu'il y avait beaucoup de ressources, de documents qui traînaient à droite et à gauche. On s'est dit, bah oui, c'est éparpillé, c'est pas forcément visible. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur cette idée de rassemblement et de partage de documents ? On est également à l'heure des réseaux sociaux, c'est notamment grâce aux réseaux sociaux que j'ai pu rencontrer Anne-Valérie, se dire est-ce qu'on ne peut pas travailler cette dimension d'échange entre les pairs, de communauté, d'apprentissage, et puis vous le disiez l'une et l'autre, ce continuum entre l'école et la maison, le partenariat fort entre les parents, les enseignants et les AVS pour le bien, on va dire, de cet enfant avec autisme. Alors, Canal Autisme, ce projet il se construit de la manière suivante. Tout d'abord, on le construit avec les utilisateurs et les experts. On ne le fait pas pour se faire plaisir, on le fait vraiment pour répondre à des besoins, à des demandes. Et ça nous semblait important d'impliquer les uns et les autres dans la construction de cette plateforme, de ce dispositif. Alors, ce Canal Autisme, on va le construire ce que j'appelle en fusée, c'est étape par étape. Cette présentation est une première étape de communication, d'information vers vous, mais on souhaite également proposer des services, des formations et comme ça proposer un dispositif qui sera riche de services, de formations, d'articles, de conseils, d'outils pour pouvoir vous aider pour la scolarité de ces enfants avec autisme. Et puis bien évidemment, une démarche qualité, pas question de faire n'importe quoi, se baser sur les recommandations de la Haute Autorité de la Santé et sur les principes de l'éducation nationale, parce que le CNED est une maison de l'éducation nationale. Alors, Canal Autisme, je l'ai brossé, il y a toute une partie informelle, se former avec les pairs, à travers des ressources, des témoignages, des expériences, mettre en valeur tout ce qui existe et le rassembler, on va dire, dans une banque de données. Alors, j'aime pas tellement le terme de banque, ça fait un peu verrouillé, alors qu'au contraire, on est très ouvert, on souhaite vraiment permettre le partage, permettre à chacun d'être à la fois contributeur, acteur en fonction de ses capacités, de ses envies, de ses possibilités, et puis de créer cette espèce de communauté éducative qui me semble tout à fait intéressante pour pouvoir progresser. D'un autre côté, on a aussi besoin de ressources stables, fixes. On a beaucoup parlé de la question de la formation
des enseignants. On avait envie de proposer des formations donc 100% distance qui sont animées par des experts dans différents domaines, aussi bien à destination des enseignants, des AVS que des parents, parce que toute la communauté, je dirais, a besoin d'être formée. Avec une volonté farouche, c'est de vous former sur les thèmes qui vous importent, sur les thèmes, sur des problématiques dont vous avez besoin, et de nous, de capter ces besoins pour pouvoir les restituer à travers des formations. Et puis, j'ai pointé également une autre difficulté. Quand on est en formation, on passe un bon moment, on échange avec les personnes qui sont présentes dans la salle, avec le formateur. On repart plein de bonnes résolutions, plein de bonnes idées. On arrive à la maison ou dans sa classe, on veut mettre en application. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, ben ça ne se passe pas toujours comme on avait prévu. Et c'est à ce moment-là où on dit « Ah, j'aimerais bien avoir le formateur ou pouvoir échanger avec d'autres personnes. » Bien, à travers Canal Autisme, ce qu'on souhaite faire, c'est ça, c'est favoriser cette dimension d'échange, soit avec des experts, soit entre pairs. Ça nous semble tout à fait important et de concilier ces deux aspects, formation informelle et formation formelle. Alors, j'ai suffisamment parlé. Ce que j'ai envie de vous montrer maintenant, c'est Canal Autisme, à quoi ça ressemble. Donc, je vais vous présenter un petit bout voilà, de la plateforme. Voilà. Alors, Canal Autisme, voilà à quoi ça pourrait ressembler. On est en train de travailler dessus. Comme je vous disais, on est vraiment sur la co-construction. On se base sur les retours des utilisateurs, des experts. On essaye d'avancer pour vous proposer prochainement un service qui soit à la hauteur de vos attentes. Alors, je vais me focaliser rapidement sur 2-3 points clés. Je ne vais pas pouvoir tout vous présenter sur le temps imparti. Il y a un bandeau avec des ressources, des items, une partie centrale où on va retrouver les nouveautés. Ce qui me semble important, c'est la partie où on va parler de scolarité, scolarisation, c'est de montrer les témoignages, les parcours, les enjeux, de vous montrer que oui, c'est possible à travers différents exemples, différentes situations. Christine, vous évoquiez le parcours d'Emery qui est plutôt dans le bas du spectre autistique. Vous avez évoqué également les autistes Asperger, deux configurations très différentes. Donc ça peut être intéressant de voir comment ces enfants, avec des profils différents, peuvent arriver à être scolarisés en milieu ordinaire ou même en milieu spécialisé. Ce qui importe, c'est que ces enfants soient scolarisés et qu'il y ait apprentissage. Donc à travers cette partie, montrer les exemples, les parcours pour que les uns et les autres vous puissiez vous inspirer de ce qui a déjà été fait et de ce qui a fonctionné. Il ne s'agit pas non plus d'enjoliver les choses et de montrer que les belles réussites, mais de pointer également les difficultés, les erreurs, puisqu'on apprend énormément justement de ces erreurs. Donc d'être, on va dire, franc-jeu, sans langue de bois et de montrer les choses telles qu'elles sont. On a prévu également des conseils, des outils, des pratiques à destination des enseignants, vous le voyez sur le menu de gauche, des AVS, des parents, parce que vous avez tous des besoins très spécifiques. Un enseignant n'a pas forcément les mêmes besoins qu'un parent. Donc, nos experts travaillent sur des articles, sur des outils pour pouvoir vous aider chacun dans vos domaines de compétences. Et le dernier point est très important, on l'a évoqué beaucoup avec la collaboration. Voilà. Comment arriver à mieux collaborer entre l'enseignant et son AVS, l'AVS et les parents et l'enseignant pour former autour de l'enfant une équipe éducative. Parce qu'on parle beaucoup de l'équipe éducative d'un point de vue uniquement scolaire, mais vraiment inclure les parents dans cette équipe éducative. On arrive dans la partie ressources, j'ai envie de dire sur le cœur du réacteur, sur la partie chaude. En parcourant le net, j'ai vu qu'il y avait une masse incroyable de ressources extraordinaires réalisées par les parents, par les enseignants, par les AVS. Sauf que ces ressources, elles sont éparpillées, non clarifiées. C'est dans des blocs, dans des zones parfois où il faut aller reculer. Dans des zones reculées, il faut aller gratter, chercher. Ce qu'on propose avec Canal Autisme, c'est de rassembler ces ressources, de les indexer, de les commenter, de proposer une sorte de catalogue, j'ai envie de dire, de ces ressources pour permettre aux uns et aux autres de les retrouver beaucoup plus facilement. Je vous montre un petit exemple. Voilà, on a une ressource avec un texte descriptif. Ce qui est intéressant dans une ressource, plutôt que de vous donner un simple lien vers la ressource, c'est de dire en quoi cette ressource va être utile pour vous, qu'est-ce qu'elle va vous apporter. De permettre de la mettre dans les favoris, donc je vous expliquerai ce que c'est que les favoris plus tard, de pouvoir la noter, ça permet aussi de voir si cette ressource est appréciée ou pas, c'est un critère de choix. Et là, voilà, sur le deuxième point, on voit coup de cœur. C'est, je dirais, le coup de cœur de nos experts qui ont sélectionné cette ressource. En gros, si par exemple sur la lecture, il n'y avait qu'un
qu'un site à retenir, ça pourrait être celui-ci. Alors là, on est sur du texte complètement factice, hein, c'est vraiment une démonstration que l'on vous fait, mais voilà, de mettre en relief les points importants. Ces ressources, elles existent, mais d'un autre côté, en échangeant avec les enseignants, on s'est dit, parfois ils ont des manques de ressources, et on s'est dit, à travers le lab, si on pouvait créer ensemble, voilà, des ressources, des outils, réfléchir, ça serait quand même pas mal. Donc ce qu'on propose, c'est sur un modèle un peu comme Wikipédia, de co-construire, là encore, ensemble, des ressources, des outils qui pourraient servir aux uns et aux autres. Là encore, on est dans cette idée, voilà, de partage et de co-création. La partie mappage, l'idée, c'est de créer une émulation, que chacun ait la possibilité de se présenter, de dire quels sont ses points forts, quels sont les points sur lesquels ils sont en demande, avec le choix de les afficher ou pas, bien évidemment. Mais par exemple, de favoriser des rencontres. Anne-Valérie, quand on s'est rencontrés, vous parliez du cas d'une enseignante sur Narbonne qui utilise un TBI, donc un tableau blanc interactif dans sa classe, qui prépare des cours spécifiquement pour ce TBI. Et moi, de mon côté, j'ai rencontré un enseignant en CLIS, TED, sur Châtellerault, Jérôme, qui travaille lui aussi avec un TBI. Donc si ces deux enseignants arrivent à se rencontrer virtuellement par le biais de Canal Autisme, peuvent échanger toutes leurs ressources pédagogiques, que de temps gagné, que de préparation inutile, voilà, et d'énergie, vous le disiez, voilà, que de temps gagné et de facilité. C'est-à-dire que ce temps-là, ils pourront le consacrer sur de l'individualisation, sur autre chose. C'est vraiment cette idée, essayer de réunir les forces vives, les compétences, bien évidemment, selon les choix des uns et des autres, puisqu'on n'est pas forcé d'être visible sur Canal Autisme. Je disais les favoris. On constitue cette banque. Pour le moment, elle est en cours de constitution. Vous serez amenés, vous aussi, à nous proposer vos ressources. C'est très important parce qu'on est vraiment dans cet esprit communautaire avec un regard, puisqu'on souhaite apporter des ressources qui soient fiables et validées par des experts. Donc, il y aura toujours un droit de regard. Mais la possibilité, voilà, à chacun de partager ses ressources et de les mettre dans les favoris. Parce que dans cette banque, vous allez trouver une ressource qui va vous sembler intéressante. C'est bien de pouvoir la mettre dans son panier, comme on peut le faire sur des sites marchands, pour ensuite pouvoir les retrouver facilement, sans avoir à grenouiller dans toute cette banque de données. Le dernier point, c'est ce que j'évoquais, c'est la dimension formation. Donc voilà, des formations qui seront composées au fur et à mesure de vos demandes, des besoins, de ce que vous nous ferez remonter. Ce qui nous semblait important pour ce premier rendez-vous avec vous, c'est de vous présenter les deux premières formations qu'on propose. Alors, je vais basculer voilà, sur le site Canal Autisme qui présente les premières formations. Donc les deux premières formations qu'on souhaitait vous poser, c'est comprendre le fonctionnement autistique et pointer les incidents sur les apprentissages scolaires. Donc c'est une formation qui est préparée par Christine. Formation en destination des enseignants, des AVS, mais également des parents, puisque les parents participent activement à la scolarisation et à la scolarité des enfants, le soir, les devoirs. Enfin, donc mieux comprendre le fonctionnement de ces enfants, de ces adolescents si particuliers, pour les aider sur le chemin de l'apprentissage. La deuxième formation qu'on souhaitait vous proposer concerne l'ABA, un module d'initiation. L'ABA, on en parle beaucoup. Elle fait partie des méthodes qui sont recommandées dans le guide de la Haute Autorité de la Santé. Ça c'est un peu à démystifier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça n'est pas? En quoi ça peut aider les apprentissages? Là, ce module est plutôt à destination des parents, même si, quelque part, les enseignants peuvent s'inspirer, tout à fait, de l'ABA dans leurs enseignements. Il ne s'agit pas, bien évidemment, je mets un gros point de vigilance, de transformer les enseignants en thérapeutes. Chacun reste dans son rôle, bien évidemment. Donc les plus de nos formations, on l'a évoqué, voilà, le fait qu'elles soient 100% à distance, que tout le monde peut se former à son rythme. On souhaitait également vous proposer ces formations d'une façon, à tarif privilégié. Les modules de formation, globalement, seront entre 30 et 50 €. Et on se disait, comment faire pour
faciliter la formation, parce que c'est vrai qu'on sait que c'est conséquent dans le budget, que ce soit pour les familles, mais aussi pour les enseignants s'ils souhaitent se former à côté, les AVS surtout. On s'est dit qu'avec un pass abonné, donc c'est un abonnement moyennant 29,99 €, de pouvoir suivre autant de formations que vous souhaitez en ayant les formations à moitié prix. Donc l'idée, c'est voilà, de pouvoir se muscler, parce qu'on le sait, c'est un combat souvent, pour les uns et pour les autres. Donc plus on engrangera voilà, de savoir, de compétences, plus on sera à l'aise, plus on facilitera la scolarité de ces enfants. Donc vous avez la possibilité, les uns et les autres, de vous préinscrire sur ce site Canal Autisme. Normalement, il y a un bandeau qui doit passer avec le lien. De toute façon, on vous enverra ces informations pour nous faire part voilà, de vos intentions de formation. Et j'insiste beaucoup sur les prochaines formations. On vous donne 2 premières pistes pour commencer Canal Autisme. On compte sur vous pour nous faire vos retours sur vos besoins, pour qu'on puisse vous proposer des modules adaptés à vos besoins, à vos envies, sachant que ça se construira voilà, progressivement au fur et à mesure. Je vais revenir rapidement. Voilà, donc les 2 formations. Vous voyez ici donc le site et surtout la politique tarifaire qu'on souhaitait mettre en place. Canal Autisme, c'est avant tout un dispositif qui est gratuit. Vous pouvez rentrer dessus sans jamais bourse délier, j'ai envie de dire. Vous aurez accès quand même à toutes les ressources pédagogiques, aux articles, aux outils pratiques, au réseau social, au laboratoire et tous les services qui viendront se greffer petit à petit sur Canal Autisme au fur et à mesure voilà, de vos suggestions, de vos remarques. Cette dimension voilà, de formation à prix coûtant et qui sont créées à la demande, pour nous, c'est vraiment essentiel. C'est que le prix ne doit pas être un frein à la formation des uns et des autres. Pour terminer, cette affiche qui est célèbre, Rosie la rifteuse, on peut le faire. L'idée, à travers Canal Autisme, c'est d'arriver à faire bouger les lignes, à se former et à faire vraiment progresser la scolarité des enfants autistes pour... j'ai envie de dire pour le bien de tous, aussi bien les parents, les enseignants, parce que c'est extrêmement riche en matière humaine. Voilà, un enseignant qui a eu un enfant autiste dans sa classe n'enseignera plus de la même manière, et les élèves qui auront eu un camarade porteur d'autisme, eux aussi, je pense, verront le monde d'une façon différente. Donc, à nous de nous redresser les manches, voilà, de participer. On y arrivera avec votre aide. C'est vraiment la philosophie qu'on essaye de faire passer avec Canal Autisme. C'est cet esprit voilà, communautaire, et ensemble, on est capable de faire bouger les choses. Je souhaitais juste terminer cette présentation donc, en remerciant Anne-Valérie et Christine qui sont d'un soutien formidable sur ce projet. Merci. Et puis vous remerciez vous aussi de votre présentation, de l'intérêt. On a reçu plein de petits mots très très gentils d'encouragement sur le projet. C'est vrai que ça nous fait chaud au cœur et ça nous aide vraiment à continuer à avancer et j'ai envie de dire, à nous décarcasser pour vous présenter quelque chose qui soit à la hauteur de vos attentes. Ça se construira petit à petit. On va venir vers vous. Prochaine étape, vous présenter une V1 de la plateforme opérationnelle courant mars. Les formations seront également disponibles courant mars. Donc on espère qu'à travers cette conférence, on a pu répondre à un certain nombre de vos questions, même si malheureusement on n'a pas pu répondre à toutes les questions individuelles. Mais voilà, c'est un premier pas de communication et le titre Canal Autisme correspond bien. Voilà, c'est un canal qu'on ouvre vers vous et nous allons communiquer. Et merci encore pour ce moment voilà, avec vous, nos experts. Et merci à vous. Et surtout, merci à vous, Sandrine, de porter ce projet, ce beau projet. Vraiment, ça fait en quelques mois, vous l'avez monté et moi, je trouve que c'est vraiment un outil qui pourrait être extraordinaire. Maintenant, il s'agit de le diffuser. Donc, c'est vrai qu'on peut faire appel à ceux qui nous regardent, qu'ils n'hésitent pas à diffuser auprès, ne serait-ce des AVS, de leurs enfants, auprès des autres personnes qu'ils connaissent. Bon, ce qu'il faut aussi, c'est diffuser auprès des enseignants, parce que je pense que là, sans les enseignants, on aura du mal quand même à poursuivre dans la voie de l'inclusion. Il faut absolument que les enseignants puissent suivre ces formations, mais on va s'y employer, les enseignants, les AVS aussi. Oui, tout à fait. Même si effectivement les parents, là, sont beaucoup plus présents aujourd'hui, mais voilà,
les enseignants vont venir dans un second temps. Ouais, on compte sur les uns et sur les autres pour porter la bonne parole, entre guillemets. Et en tout cas, merci mille fois et à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Donc cette conférence sera disponible en différé, donc vous pourrez la diffuser. Nous vous enverrons les liens de connexion, toutes les informations pratiques vous seront envoyées. N'hésitez pas à revenir vers vous, voilà, pour nous poser éventuellement encore quelques questions. Enfin, voilà, on essaye d'établir voilà, ce canal de communication avec vous à travers Canal Autisme. Donc, on vous remercie. On vous souhaite une excellente après-midi. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.